Bienvenue à tous. Moi, je me présente, je suis Patrick Benoît et je travaille en tant que conseiller scientifique à la TELUC et je suis responsable de l'organisation des webinaires et du transfert des connaissances au sein du réseau Liniculture Québec, le RLQ, avec mon collègue Raed Elferjani, qui en est le coordonnateur. Donc, le thème général du webinaire d'aujourd'hui porte sur la sylviculture de l'épinette blanche. Et nous avons le plaisir d'accueillir Robert Schneider, professeur à l'UQAR, donc l'Université du Québec à Rimouski, et trois de ses étudiants à la maîtrise, Tommy Simard, Raphaël Turquin et Alexis Bény, qui vont nous présenter leur travail de recherche. Donc, Tommy Simard va nous parler du changement en complexité structurelle suite à des éclaircies commerciales dans les plantations d'épinettes blanches. Raphaël Turquin va nous faire une présentation sur l'évaluation des changements de diversité de la flore de sous-bois en forêt naturelle et en plantation d'épinettes blanches, 12 ans après des éclaircies commerciales et des micro-trouées. Et enfin, Alexis Bény qui va nous parler de la régénération dans les plantations d'épinettes blanches suite à des éclaircies commerciales. Et c'est Robert Schneider qui va animer ce débat. Alors, juste un petit rappel de notre formule de webinaire. Donc, les trois conférences vont être d'une durée d'environ 12 à 15 minutes, suivie d'une période de questions d'environ 5 minutes. Et nous invitons les personnes en ligne à poser leurs questions par écrit aux conférenciers avec la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. Avant de commencer les présentations, je vais donner la parole j'ai invité Nelson Tifo, co-directeur du DERELQ, à nous dire quelques mots sur les missions et activités de notre réseau. Merci. Nelson, tu as la parole. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous savoir connecté avec nous ce matin. Donc, Patrick l'a dit, je suis co-directeur du réseau Reboisement Liniculture, réseau Reboisement Liniculture Québec, avec mon collègue et ami Nicolas Bélanger, qui est professeur à l'Université TELUC. Notre réseau est un réseau qui est financé par le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie et par une longue liste de partenaires des mondes publics et privés, incluant les domaines de la foresterie, des mines, le monde municipal, de la transformation des bois et bien d'autres. Donc, nos activités de transfert de connaissances entre les générateurs de la connaissance et les utilisateurs s'articulent autour de 7 grands axes qui touchent la restauration écologique des sites, les plantations de résilience, la valorisation des matières résiduelles fertilisantes, la transformation des bois et la chaîne de valeur, l'amélioration génétique et l'adaptation, la phytoremédiation et finalement la croissance et le rendement des plantations, qui est un thème qui est intimement lié aux présentations qui vont être faites aujourd'hui. Donc, pour accomplir notre mission de favoriser le transfert des connaissances et l'innovation, on a mis en place un site web que vous pouvez trouver très facilement au 2rlq.teluc.ca. Et sur notre site web, vous allez trouver toute une gamme de produits de communication que je vous invite à consulter. Et, il y a, par exemple, des articles de vulgarisation dans lesquels nous expliquons en termes simples les plus récents résultats de recherche des membres chercheurs de notre réseau. Vous allez aussi trouver des liens vers des capsules vidéo qui ont été préparées par des chercheurs, par leurs étudiantes et leurs étudiants. Et tout récemment, nous avons ajouté des capsules qui présentent en fait le contenu des conférences qui ont été données pendant le dernier colloque du 2RLQ qui s'est tenu à l'automne dernier sur le thème de la stratégie nationale de production de bois du Québec. Alors, je vous invite à consulter notre site web et à consulter les différents produits qui s'y trouvent. Je m'arrête ici et je passe la parole à Robert Schneider, qui est professeur à l'UQAR. Donc, Robert, qui est un collègue de classe à moi. On a partagé les bancs de classe à l'université en foresterie au siècle dernier. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous, Robert, et d'accueillir ton équipe. Donc, la parole est à toi. Merci encore. Merci, Nelson, et merci de me faire sentir un peu plus vieux ce matin. Alors, bonjour, et ça me fait un grand plaisir de laisser la place à 3 personnes de mon groupe de recherche pour présenter un peu leurs travaux qui touchent aux plantations. Alors, la première personne qui va présenter, c'est Raphaël Turquin. Raphaël est dirigé par Luc Sirois et je suis son co-directeur, puis il va nous présenter les fruits de ses travaux de maîtrise. Alors, je laisse la place à Raphaël.
Raphaël, je pense qu'on ne t'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui, là, on t'entend. Yes! OK, c'est parti. OK. Bon, ben, bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. Ben, je vais vous présenter mes travaux de maîtrise qui portent sur la flore de sous-bois. Un petit contexte, petite mise en contexte, au Bas-Saint-Laurent, on a, et comme dans beaucoup de parties au Canada et dans le monde, un problème avec l'aménagement intensif de nos forêts. Donc là, la pratique de la coupe totale a engendré une homogénéisation de nos peuplements. Donc, d'abord sur la structure de nos peuplements, parce qu'après coupe totale, les peuplements qui se régénèrent ont une structure qui est dite écouienne, donc des peuplements qui ont le même âge et des arbres avec la même hauteur. Donc, on a déjà un problème au niveau de la structure, mais on a deux régénérations qui sont possibles après une coupe totale. Donc, on a une régénération qui est naturelle, où là, le parterre de coupe a été laissé à lui-même et la forêt a repris place petit à petit, ou on a l'option de planter, de faire une plantation donc avec une espèce cible. Donc là, le cas de la plantation implique encore un problème d'homogénéisation du peuplement parce qu'on a un peuplement qui est presque monospécifique. Donc là, face à ces constats, au Bas-Saint-Laurent, on a un vaste chantier d'éclaircie commerciale qui est en place car on a beaucoup de peuplements qui sont prêts à être éclaircis. Et donc, on a l'opportunité de tester des traitements d'éclaircie commerciale pour amorcer la conversion de la structure écouienne vers une structure inécouienne irrégulière qui est la structure prédominante dans les forêts au Bas-Saint-Laurent. Donc, juste pour avoir une idée de à quoi ressemblaient les forêts lors de l'inventaire. Donc, à gauche, on a une forêt naturelle où on voit qui est dominée par le sapin gommier. Et à droite, on a une plantation d'épinettes blanches. Et on peut voir que les arbres ont sensiblement tous la même taille, ce qui traduit encore la structure écouienne de ces peuplements. Donc, dans mon projet, on a testé deux éclaircies commerciales. Donc, la première est l'éclaircie par arbre élite. Donc, l'éclaircie par arbre élite, c'est lorsqu'on choisit les arbres les plus vigoureux dans le peuplement et on va les dégager de tous leurs compétiteurs dans un rayon de 3 mètres. Qu'est-ce que ça a comme effet? C'est que ça va permettre la croissance plus grande de cet arbre élite-là. Et on va commencer la conversion structurale parce qu'on a favorisé des arbres qui vont être plus gros et plus grands et on va commencer à engendrer une structure inécouienne irrégulière. Mais aussi, ça a un avantage, c'est que ça va favoriser des arbres à haute valeur sylvicole car ces arbres élites-là vont être récupérés à un moment et vont produire des produits sylvicoles à haute valeur économique. Ensuite, on a la trouée qui est plus basée sur la dynamique naturelle des forêts au Bas-Saint-Laurent, où la trouée va premièrement favoriser la régénération, donc qu'elle soit préétablie ou la régénération d'espèces intolérantes comme du bouleau à papier. Mais ça va également aussi augmenter l'hétérogénéité du couvert forestier, donc là, tant sur le point de la structure que sur le point de la composition spécifique. Mais on a encore très peu d'informations sur leurs effets. Et mon objectif ici est d'augmenter leurs effets à court terme, donc dans un horizon de 12 ans, sur la flore de sous-bois dans les deux régénérations possibles, donc forêt naturellement régénérée et en plantation. Donc, la méthode, rapidement, on dispose de 2 plantations d'épinettes blanches et 2 forêts régénérées naturellement, avec chacune un niveau de richesse différent. Donc, on a un site pauvre et un site riche pour nos 2 origines. Ensuite, l'éclaircie commerciale a été pratiquée en 2008 lorsque les peuplements avaient environ 30 à 35 ans. Et là, on a 4 niveaux d'éclaircie. Donc, on a un témoin, on veut toujours un contrôle. On a l'éclaircie par le bas et ensuite, on a 2 niveaux de dégagement par arbre élite. Donc, 50 arbres élites à l'hectare et 100 arbres élites à l'hectare.
Il est important de préciser que pour les plantations, on a une préparation de terrain. Donc là, on a eu un scarifiage par sillon du sol et en plus l'application de phytocides. À gauche, le petit schéma ici, vous pouvez voir que c'est un schéma de notre unité expérimentale. Donc, c'est à ce niveau-là que l'éclaircie commerciale a été appliquée. Et ensuite, on a 3 niveaux de trouée. Donc, on a un sous-bloc sans trouée. Et ensuite, on a une petite trouée de 100 mètres carrés et une grande trouée de 500 mètres carrés. Et les inventaires ont été réalisés avant traitement et ensuite 1, 2 et 12 ans après traitement. Donc, pour commencer, la diversité spécifique 12 ans après éclaircie. Ici, à droite, vous pouvez voir une ACP. Donc, une ACP, ça nous permet de voir à quel point nos sites sont différents sur le point de vue de la composition spécifique. Donc, ici, toutes les étiquettes représentent nos espèces inventariées. Et ensuite, on a nos 4 sites ici, donc en vert, la forêt naturelle, et en orange et marron, les plantations. Donc, premier constat qu'on observe, c'est qu'on a un site ici, le site marron, donc la plantation riche, qui a une composition spécifique qui diverge par rapport à nos 3 autres sites. Donc, même dans les sites qui ne sont pas ouverts, donc sans trouée, petite trouée ou grande trouée, on a une composition spécifique qui est différente de nos 3 autres sites à l'étude. Mais dans l'ensemble, et ça c'est vrai pour nos 4 sites, on observe de plus grands changements dans la composition spécifique dans les sites en grande trouée. Donc ça, pourquoi? C'est parce que la grande trouée engendre une augmentation de la lumière à long terme, ce qui permet à des espèces intolérantes, donc des espèces favorisées en milieu ouvert, de persister dans le paysage. Et c'est pour ça que même 12 ans après traitement, on observe des différences dans la composition de nos grandes trouées face à nos autres traitements de trouées et d'éclaircies. Ensuite, ici, on a une PRC. Donc ça nous permet de voir l'évolution à travers le temps. Donc, sur l'axe des X, on a le temps et on a l'évolution de nos communautés. Donc là, les couleurs représentent les éclaircies et les symboles, nos trouées. Et ensuite, à droite, on a les espèces qui voient leur abondance varier négativement ou positivement face à nos traitements. Donc là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, on a un plus grand nombre d'espèces en plantation qui voient leur abondance varier au cours du temps. Donc, on a principalement le framboisier, qui est l'espèce la plus favorisée dans les grandes trouées. Et ensuite, on a le sapin, qui est l'espèce la plus défavorisée face au traitement de trouée. Mais on a aussi en plantation des espèces qui sont très communes, comme le maillanthème du Canada ou la clintonie boréale, qui voient leur abondance diminuer lorsqu'on pratique une trouée dans les peuplements en plantation. Mais ce que ça a aussi pour effet, c'est que ça favorise des espèces liées à des milieux ouverts et perturbés. Donc, on a une plus grande proportion de graminées, mais aussi d'épilobes à feuilles étroites, de carex, de hieracium ou encore de cerisier de Pennsylvanie, qui, eux, voient leur abondance augmenter en grande trouée lorsqu'on pratique une trouée. Alors qu'en forêt naturelle, ces espèces-là ne sont pas présentes. Donc là, on voit encore qu'on a un effet plus important, on a un effet important des trouées, même 12 ans après traitement. Mais ce qu'on observe, c'est que cet effet-là est plus important en plantation. Donc là, la raison face à ce constat serait que la préparation de terrain qui est propre à la plantation engendrait une diminution des espèces préétablies et augmenterait de manière assez importante les espèces liées à des milieux plus perturbés et ouverts, qu'on ne retrouve pas forcément en forêt naturelle. Ensuite, pour la diversité fonctionnelle. Donc là, on a encore une ACP avec nos 4 sites, donc toujours les sites en forêt naturelle en vert et les plantations en orange et marron. Mais là, on n'a pas pris la composition spécifique, mais la composition fonctionnelle. Donc, c'est en fonction de la proportion de chacun des traits qu'on a pris en compte dans notre étude. Donc, un trait fonctionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un trait, c'est ce qui permet à la plante de survivre dans un milieu, c'est lié à son fitness.
Donc, par exemple, c'est la production de graines ou la masse de ces graines. Donc, ça, c'est des variables qui influent le fitness d'une espèce. Donc là, première chose qu'on constate, c'est que la richesse fonctionnelle est plus grande en plantation qu'en forêt naturellement régénérée, et cette dernière augmente avec la taille de la trouée. Ensuite, on observe que dans les grandes trouées, on a une grande proportion de traits fonctionnels qui sont liés à des espèces, comme je disais tantôt, liées à des milieux ouverts et perturbés. Donc, une intolérance à l'ombre, une grande production de semences et une longue distance de dissémination. Donc là, avec cet ACP de traits fonctionnels, on peut voir que, eh bien, dans les milieux ouverts, on a une plus grande proportion des espèces donc, de milieux ouverts, mais de milieux perturbés également. Ensuite, pour la structure verticale qu'on a étudiée, donc ici, on a 6 panneaux. Les panneaux, chaque colonne représente nos trouées, donc aucune trouée, petite trouée et grande trouée. Et les panneaux d'en haut représentent les forêts naturelles et en bas, les plantations. On a représenté l'occurrence moyenne relative de nos espèces inventoriées et on a mis en couleur les groupes d'espèces, donc arbustes, arbres, en fonction de l'intolérance ou de la tolérance à l'ombre. Donc, la teinte claire représente les espèces intolérantes et la teinte sombre les espèces tolérantes. Donc, premier constat qu'on a eu, c'est que la structure verticale se diversifie significativement avec l'ouverture de la canopée, mais seulement en plantation. En forêt naturelle, on n'observe aucune différence entre nos 3 types de trouées dans la structure verticale, alors qu'en plantation, on voit que l'ouverture de la canopée augmente significativement la diversification de la structure verticale. Par contre, ce qui est vrai pour nos 2 origines de sites, c'est que la grande trouée est le traitement qui engendre le développement d'une strate intermédiaire ici, d'espèces arborescentes, arbustives et herbacées intolérantes. Donc là, on a, avec l'ouverture de la canopée, comme je le disais, l'augmentation des espèces intolérantes, mais pas seulement dans le 0,50 cm, mais aussi dans des strates intermédiaires. Donc là, on voit qu'on a une réponse de la flore de sous-bois aux ouvertures, mais que cette réponse-là est plus importante et surtout visible en plantation. Là encore, on peut penser que la préparation de terrain engendre ce phénomène de réponse plus grande dans les plantations avec la plus grande proportion d'espèces arbustives et herbacées intolérantes dans les sites ouverts. Donc là, 2 petites photos pour vous montrer à quoi peuvent ressembler des grandes trouées sur les sites. Donc à gauche, on a une grande trouée en forêt naturelle où là, la fougère règle a pris la dominante. Donc elle domine totalement le sous-bois avec, vous voyez ici, plus de 1 mètre de hauteur. Alors qu'ici, une grande trouée en plantation, eh bien, on observe qu'on n'a pas une espèce qui domine la grande trouée, mais qu'on a plus des patchs de régénération avec ici des arbustes, arbres comme du sureau rouge et du cerisier de Pennsylvanie qui se régénèrent à côté d'espèces intolérantes, mais non arbustives. Donc, pour finir, pour conclure, vous allez vous dire pourquoi je n'ai pas parlé des éclaircies commerciales. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas déterminé, on n'a pas vu de différence entre ces types d'éclaircies, tant sur le plan spécifique, fonctionnel et structurel. Donc là, l'hypothèse qu'on amène, ce serait que eh bien, les éclaircies commerciales engendrent une ouverture dans la canopée qui est trop faible et lorsque le couvert se ferme rapidement, engendre l'exclusion des espèces intolérantes qui auraient pu être amenées dans le peuplement. Ensuite, pour les petites trouées, donc en forêt naturelle, on a une augmentation qui est sporadique de la diversité et on observe très peu de différence avec les sous-blocs sans trouée. Alors qu'en plantation, on a une augmentation significative de la diversité, tant spécifique et fonctionnelle, et en plus, on a une complexification de la structure verticale par rapport au site sans trouée, où là, en plantation, la structure verticale est très peu développée. Et pour finir,
en grande trouée, eh bien là, on a une augmentation de la diversité à long terme des espèces intolérantes en forêt naturelle et on a le développement d'une strate intermédiaire, comme je disais, donc principalement avec du framboisier, des fougères, mais également des herbacées ou des arbres intolérants. Donc, ces constats-là sont aussi vrais pour les plantations, mais les effets sont décuplés parce que en plantation, on a, oui, des espèces intolérantes, mais surtout des espèces qui sont liées à des milieux perturbés, des milieux anthropiques qui sont favorisés. Donc là, encore, cette idée que la préparation de terrain favorise des espèces de milieux perturbés et des milieux anthropiques et que ces espèces-là restent à long terme dans le peuplement et que l'ouverture engendre leur germination. Et on a aussi la structure verticale qui se complexifie davantage avec toujours une strate intermédiaire de framboisier ou de fougère aigre. Donc, pour finir, on constate que c'est la lumière qui a le plus d'impact sur la diversité de la flore de sous-bois qu'on observe dans nos peuplements, mais qu'en plantation, la préparation du terrain a fait en sorte de défavoriser les espèces préétablies et de favoriser des espèces de milieux ouverts et surtout de milieux perturbés anthropiques. Donc, merci de votre écoute. Merci à tout le monde, tous les assistants de terrain, toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet et le soutien de tous les organismes qui participent à ce projet-là. Merci. Merci, Raphaël. Je pense qu'il y a Nelson qui a déjà une première question. Oui, merci beaucoup, Robert. Merci, Raphaël. C'était super intéressant. On invite les gens à poser les questions en utilisant le Q&A dans le bas de l'écran. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez observé des espèces exotiques, envahissantes dans l'un ou l'autre des traitements que vous avez étudiés ou c'était dans tous les cas là, des espèces indigènes dans la flore de sous-bois? C'était principalement des espèces indigènes. On a observé très peu d'espèces exotiques à statut. Je ne me rappelle pas spécialement les espèces en particulier, mais c'était je pense qu'on avait 2 ou 3 espèces dans les plus de 140 qu'on a inventoriées. C'était principalement, oui, de la flore indigène. OK, merci beaucoup. Oui, Raphaël, il y a Jean Bousquet qui dit merci pour la présentation concise et claire. Il pose la question, en éclaircie commerciale de plantation, quel type de régénération naturelle as-tu observé comme l'épinette blanche? Je sais qu'il y a une présentation ici qui va aborder le sujet de façon un peu plus précise, mais peut-être que d'un point de vue de diversité, tu avais déjà une réponse. C'est sûr que c'est le sapin baumier qui domine dans les peuplements fermés. L'épinette blanche, on n'en a que très peu vu. Après, c'est sûr que dans les grandes trouées, on a observé énormément de sureau rouge et du bouleau à papier, mais en moins grande proportion. C'est principalement du sureau rouge et du cerisier de Pennsylvanie qu'on observait dans les trouées. Merci, Raphaël. On va prendre une question, Nicolas. Oui, merci, Raphaël, pour la présentation. Très intéressant. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur le type de préparation de terrain? Je l'ai peut-être manqué, mais est-ce que c'était intensif comme préparation ou pas? Dans le fond, c'est scarifiage par sillon avec l'écraseur Les Tourneaux. Et, il me semble que c'est catégorisé comme faible à moyen, comme type de préparation de terrain. D'accord, c'était scarification, mais avec un passage seulement, par exemple. Des fois, on va faire 1 ou 2 ou 3, voire 3 passages. Donc, c'était ici là, un seul passage, c'est ça? Oui. Merci. Parfait. Alors, merci beaucoup, Raphaël. Alors, merci, Robert. Vous avez pu voir, on a quand même une certaine thématique de recherche ici à la Chaire qui est une proposition de prendre de première éclaircie commerciale comme étant une première étape pour la conversion des peuplements vers
une sylviculture plus irrégulière ou iniquienne, il va sans dire qu'on ne propose pas de faire ça mur à mur, mais en prendre certaines parts de nos peuplements pour essayer de diminuer les écarts avec les forêts pré-industrielles. Alors, je cède maintenant la place à Tommy Simard, qui est étudiant à la maîtrise sous ma direction, qui, lui, a regardé vraiment sur la complexité structurelle, mais au niveau aérien des peuplements suite aux éclaircies commerciales. Oui, donc bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Parfait. Donc, je mets ma présentation visible pour tous. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Donc, comme le disait mon directeur, moi, j'ai travaillé un peu dans le même système que mon collègue. Donc, je regardais les plantations d'épinettes blanches. Mais moi, au lieu d'avoir les yeux rivés au sol pour regarder les espèces herbacées, je regardais un petit peu plus haut. Donc, moi, je me focalisais vraiment à savoir comment les arbres allaient occuper l'espace suite à ces différents types d'éclaircies commerciales-là qu'on a testés. Donc, pourquoi faire ça? Parce que, comme on a mentionné un peu précédemment, le problème avec les plantations, c'est qu'on va avoir une structure qui est très homogène. Donc, si je regarde vraiment juste au niveau des arbres, ben là, on a une faible diversité. Là. Donc, par exemple, dans une plantation d'épinettes blanches, on va avoir de l'épinette blanche, quelques espèces compagnes, puis ça va être toutes des arbres d'à peu près le même âge qui vont occuper la même strate dans l'espace. Donc, on va avoir quelque chose de très homogène. Puis ça amène la problématique qu'on va avoir une faible résilience. Donc, ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, on a une perturbation comme, par exemple, une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette qui passe dans notre plantation, bien là, vu qu'on a juste une espèce, une classe d'âge qui va avoir peut-être une petite faiblesse par rapport à cette perturbation-là, bien là, tout notre peuplement risque d'y passer. Donc, c'est pour ça qu'on vise un petit peu à régler ce problème-là, donc à amener un petit peu plus de ce qu'on va dire de la complexité dans nos plantations pour pouvoir justement augmenter cette résilience-là un peu face à des perturbations possibles. Donc, moi, concrètement, je travaille avec ce qu'on appelle la complexité structurelle. Donc, ça, c'est une notion qui nous amène un peu à regarder comment nos arbres sont placés dans l'espace. Donc, ici à gauche, j'ai un exemple classique de plantation où est-ce qu'on va avoir toutes des espèces très, très, très homogènes, mais on peut augmenter cette complexité structurelle-là. Donc, terminer avec quelque chose comme ce que j'ai ici là, à droite, où est-ce que, bon, je vais avoir des arbres en situation de dominance, donc des arbres un peu plus opprimés. Donc, on peut avoir, par exemple, des trouées ici où est-ce qu'il n'y a vraiment aucun élément. Là, je regarde vraiment au niveau là, des arbres en hauteur. Puis d'autres endroits où est-ce que tous mes éléments ligneux là, vont être très, très, très condensés. Donc, ça va faire qu'on va avoir, entre autres, différentes classes d'âge, donc différents arbres qui occupent des espaces différents, qui vont apporter à leur tour différents rôles là, dans leur écosystème, ce qui va faire que notre plantation va être un peu plus résiliente. Mais concrètement, c'était quoi mon mandat dans le cadre de ma maîtrise? Ben moi, c'était vraiment de voir quel type d'éclaircie commerciale allait augmenter la complexité structurelle. Donc, pour ça, j'ai regardé de deux façons. J'ai regardé premièrement l'effet immédiat. Fait que j'ai regardé tout de suite avant qu'est-ce que c'était ma complexité structurelle versus tout de suite après les traitements. Puis j'ai refait un peu le même exercice, mais avec un traitement qui a été fait 5 ans après l'éclaircie commerciale, puis 10 ans après. Donc, pour voir vraiment c'était quoi plus l'évolution à long terme de cette complexité structurelle-là dans mes plantations. Concrètement, comment j'ai mesuré cette complexité-là? Ben, c'est avec un outil qu'on va appeler le scan lidar terrestre. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que c'est un scanner qu'on va placer là, en plein milieu de l'endroit qu'on veut scanner. Puis lui, il va envoyer plein de petits lasers là, sur 360 degrés.
Puis, il va calculer vraiment l'endroit où est-ce que ces lasers vont toucher quelque chose. Fait que dès qu'il va toucher un élément de l'arbre, lui, il va enregistrer ça. Puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un nuage de points en 3 dimensions où est-ce que les points vont être tellement denses que ça va donner un peu l'impression d'avoir une image en 3 dimensions de notre forêt, comme on peut voir là, dans mes 2 petites images ici. Donc là, avec ça, ce qui est génial, c'est qu'un nuage de points, c'est super facile pour un ordinateur de comprendre qu'est-ce que c'est. Puis c'est aussi super facile par la suite de prendre un algorithme puis le passer dans ce nuage de points-là pour qu'il puisse convertir cette donnée-là, qui est quand même très abstraite, en une donnée chiffrée, donc un chiffre clair, facile à comprendre. Donc, de la manière que j'ai converti ces nuages de points-là en chiffres, il y a comme 3 grandes familles que j'ai utilisées, si je peux dire. Donc, la première, c'est quelque chose de plus intuitif. Donc, c'est vraiment en connaissant la position de mon scanner et la position de chacun de mes points, je suis capable de calculer la distance que chacun des lasers a parcouru. Puis avec ça, je suis capable de calculer une moyenne. Donc, me dire, est-ce que mes lasers en moyenne ont parcouru une très longue distance? Ça veut dire que dans ma plantation, du moins, le bas était très, très, très dégagé. Donc, mes lasers devaient parcourir une très grande distance avant de toucher quelque chose. Ou si, à l'inverse, ma plantation était très dense. Fait que dans ce cas-là, si c'est très dense, là, le laser va juste parcourir des très petites distances, puis tout de suite toucher quelque chose. Donc, avec ça, je peux par la suite regarder la proportion, puis pouvoir regarder, là, comme j'ai dans mon exemple ici, 3 situations théoriques, ou par exemple, une ici où si j'ai ma proportion des points par rapport à ma distance, si j'ai une forêt qui est très, très, très dense, donc dans une très petite distance, là, je vais avoir presque 100% de mes points de consignés dans cette distance-là versus quelque chose où la densité va être plus faible, ou est-ce que je dois aller vraiment une grande distance pour calculer une grande proportion de mes points. Donc, en prenant ces courbes-là, je peux juste calculer c'est quoi l'air qu'il va y avoir sous ces courbes-là pour pouvoir finir avec un chiffre concret. Donc, il y a ça que je peux faire. Il y a aussi un autre exercice où est-ce que là, ce qu'on va faire, c'est prendre ma forêt, donc mon nuage de points, puis ensuite, je peux venir recouvrir toute la surface de ma forêt avec des petits cubes, là, comme on voit cet exemple ici avec un arbre. Donc, ces cubes-là, on va appeler ça des voxels. Donc, en calculant combien de voxels ça va me prendre pour couvrir l'entièreté de la surface de ma parcelle, donc je suis capable de regarder une relation. Si je fais varier la grosseur de ces voxels-là, donc, par exemple, si je dis que, dès que je diminue un petit peu la taille de mes voxels. Donc, dès que je diminue un petit peu la taille, je peux regarder le nombre que ça va me prendre pour couvrir l'entièreté de ma parcelle. Donc, si une petite diminution entraîne une grande augmentation du nombre de voxels, là, je peux me dire que la forme que j'ai, c'est beaucoup plus complexe. Donc, en calculant la pente, je vais avoir un chiffre qui est beaucoup plus gros, ce qui va me dire que ma complexité structurelle va être beaucoup plus élevée. Sinon, de manière un peu plus simple, ce que je peux faire aussi, c'est prendre mon nuage de points qui est en 3 dimensions. Je peux l'écraser pour avoir quelque chose en 2D. Puis là, venir segmenter, donc venir couper des tranches de 1 mètre à chacune des hauteurs, là, comme on voit ici. Puis là, je peux regarder vraiment dans chacune de ces tranches-là, c'est quoi la quantité de points que je vais avoir dans chacune des tranches. Puis ensuite, il y a plein de manières de soit calculer c'est quoi la densité qui va être relative aux points dans chacune de ces tranches-là ou leur proportion. Fait que là, comme ça, je suis capable de faire un calcul qui va me donner là, un chiffre pour me renseigner sur la densité ou la proportion de mes points là, pour chacune des tranches. Donc, c'est ce que j'ai fait là, pour plein de manières de calculer différentes. Puis, ça m'a donné là, les résultats que vous voyez ici. Quoique ça, c'est vraiment juste un micro-échantillon de mes résultats. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de tendance claire. Là. Si je vous explique là, comment mes graphiques sont faits, c'est que
ici, sur ce panneau-là, à gauche, vous avez les calculs que j'ai faits pour l'effet que je vous disais là, immédiatement, tout de suite avant les traitements. Donc, ça, c'est les bandes en rose ici. Puis ensuite, là, immédiatement après en bleu pâle ici. Fait que ça, c'est pour l'effet immédiat. Puis ici, à droite, j'ai vraiment l'effet de l'évolution dans le temps. Donc, ici, j'ai 5 ans après le traitement, 10 ans après le traitement. Donc, ce qu'on voit, c'est que si je prends pour un indice ici, comme ça, là, je vais avoir un type d'éclaircie commerciale. Donc, ici, ça me dit que ça diminue. Mais si je prends un autre indice pour le même traitement, puis je regarde l'effet tout de suite avant, tout de suite après, ben, si je le calcule d'une manière différente, là, ça me dit que ça l'augmente. Donc, comme vous voyez, là, si vous faites le même exercice là, pour chacune des métriques, chacun des types de traitements, ben, on voit que je n'ai pas de grosse congruence. Donc, j'ai des résultats qui vont être un peu millimélos, si je peux dire. Mais ensuite, j'ai fait des analyses statistiques qui pouvaient me dire qu'est-ce qui était beaucoup plus significatif. Puis là, j'ai regardé premièrement savoir s'il y avait une différence là, entre les différents types de traitements que j'ai faits, donc les différents traitements d'éclaircie commerciale. Puis ce que ça me dit, c'est que c'était très rarement significatif. Donc, que j'utilise un type d'éclaircie commerciale ou un autre, ça ne me donnait pas nécessairement là, des complexités différentes, que ce soit tout de suite avant, tout de suite après, ou 10 ans après, 5 ans après. Donc là, il n'y avait pas vraiment d'effet de ce côté-là clair. Mais quand j'avais des tendances claires, c'était souvent de l'effet du temps. Donc ça, si j'oubliais complètement le type d'éclaircie commerciale, que je faisais juste grouper toutes mes données ensemble, puis je disais, y a-t-il une différence avant traitement, après traitement, ou 5 ans avant, 5 ans après, pardon, 10 ans après? Bien là, il me disait que oui, il y avait un effet du temps là, entre les deux moments auxquels j'ai fait un scan, là, à quelques reprises. C'est là, ici, où vous voyez là, effect of time, c'est pour dire l'effet du temps qui était significatif. Donc, ce que ça me dit, c'est que le temps va avoir davantage une influence sur la complexité que le traitement. Donc, concrètement, ce que ça me dit, c'est que, bon, ça peut être soit le fait qu'on part avec une plantation qui est très, très, très homogène, donc de vouloir utiliser l'éclaircie commerciale pour augmenter la complexité, bien, peut-être que 5 ans, 10 ans, ce n'est pas nécessairement suffisant pour pouvoir récolter les résultats parce que, bon, on parlait là, du processus de conversion, donc c'est quelque chose qui risque d'être très long, mais ce que ça me dit aussi, de manière peut-être un peu plus claire, c'est que peut-être que les métriques ne sont pas tout à fait adaptées pour ce genre d'exercice-là. Donc, ce que ça me dit, c'est que bon, les métriques ont été prouvées d'être très efficaces si tu veux comparer deux types de forêts différentes. Mais si on est à l'intérieur du même type de forêt, puis on veut regarder l'effet d'une petite perturbation comme une éclaircie commerciale, ben, peut-être qu'on n'a pas le niveau de discrétion là, assez précis, assez subtil là, pour pouvoir voir c'est quoi les différences. Donc, peut-être qu'il faudrait travailler à développer là, des métriques spécialement pensées là, pour des petites perturbations comme ça. Donc, je veux prendre juste quelques secondes à la fin pour remercier premièrement les organismes financiers qui ont permis à ce projet-là de se concrétiser, mais aussi là, toutes les personnes là, qui ont travaillé de près ou de loin à la collecte de données, parce que c'est quand même un projet de longue haleine qui a duré plus de 10 ans. Donc, je veux remercier tout le monde, puis remercier aussi là, les organisateurs de ce webinaire là, pour me permettre de présenter mes résultats autant qu'ils sont là, devant vous. Donc, merci tout le monde. Alors, merci beaucoup, Tommy. Alors, il y a déjà une première question de Martin Perron. Je te pose la question, puis si tu n'arrives pas à y répondre complètement, je peux prendre le relais. Alors, Martin dit merci, Tommy, bonne présentation. Quel est l'impact des différents traitements d'éclaircie sur la surface terrière, puisque l'objectif premier d'une plantation est de produire du bois? Oui, ben, c'est une très bonne question. Là, je vais
un peu vous décevoir là, parce que moi, j'ai pas. Il faut comprendre que moi, j'étais vraiment d'un monde informatique. Là. J'avais mes nuages de points, là, je calculais des algorithmes un peu complexes. Fait que là, moi, je me suis un petit peu distancié là, de ces métriques-là plus classiques, là, comme surface terrière, que les gestionnaires d'entre vous là, êtes beaucoup plus habitués que moi à calculer. Parce que, moi, dans le fond, mon optique, c'était pas vraiment juste de calculer là, pour le but d'une production de bois. C'était vraiment plus pour avoir là, des plantations qui sont plus complexes pour qu'ils puissent remplir d'autres rôles. Là, on parle beaucoup euh, de développement durable, où est-ce que notre forêt, il faut l'utiliser à plus qu'une facette que la production de bois, même si ça reste quand même là, dans la majorité des cas là, son utilité primaire. Donc, vraiment plus voir qu'il y avait d'autres rôles que ça. Fait que réponse longue pour dire que je ne l'ai pas calculé. Alors, je vais peut-être ajouter un point d'information à cette question-là. Il y a une étudiante à la maîtrise qui s'appelait Laurie Dupont-le-Duc qui a regardé la comparaison des différents types d'éclaircies sur un horizon de 5 ans et elle avait trouvé qu'au niveau de la surface terrière, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et aussi, rajouté à ça, on a poussé un peu plus loin, on a développé un simulateur de croissance pour les plantations d'épinettes blanches et pour pouvoir simuler d'autres traitements que l'éclaircie par le bas tel qu'il est disponible dans le simulateur Croire-Plan disponible au ministère. Et avec nos simulations, on a aussi vu que l'effet de l'éclaircie commerciale, il n'y avait pas grande différence, peu importe la façon qu'on intervenait sur l'évolution de la surface terrière. Et j'ajouterais aussi que ces informations-là sont disponibles dans des publications scientifiques ou sinon il y a aussi des fiches d'information qui sont disponibles sur le site du 2RLQ. Alors, avec ça, il y a Nicolas qui avait une autre question. Oui, merci Tommy pour ta présentation. Puisque tu as développé de toute évidence au cours de ton projet une belle expertise là, sur l'analyse des images 3D, tout ça, j'en profite pour te poser une question là, de néophyte. J'aimerais avoir en fait ton opinion sur les approches LIDAR à bon marché, là, les LIDAR terrestres. On n'a qu'à penser, par exemple, les nouvelles générations de iPad là, sont équipées de caméras LIDAR. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine là, pour les chercheurs au 2RLQ, au CEF là, et ailleurs de s'attarder à ces techniques-là ou c'est une perte de temps ou c'est bien mesuré manuellement sur le terrain, là? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse toute faite parce que oui, j'ai vu là, du coin de l'œil qu'il y avait de plus en plus là, de ces outils-là qui étaient accessibles, là, entre autres sur des iPads, etc. Mais je n'ai pas regardé. Donc, juste, mettons, quelqu'un qui voudrait vraiment analyser ça, je vous dirais, regardez premièrement, c'est quoi la densité de points que votre appareil peut vous offrir là, selon le budget que vous avez en tête. Là. Donc, vous pouvez comparer ça là, avec ce qui est utilisé normalement là, dans les articles scientifiques. Là, souvent, ils vont nommer leur densité de points. Là. Je suis terrible avec les chiffres, donc je ne sais pas par cœur celui que j'ai utilisé, mais vous pouvez comparer comme ça. Donc, si la densité de points est comparable que sur l'appareil que vous voulez vous acheter, donc, je ne verrais vraiment aucun problème de ce côté-là. Puis sinon, là, ça dépend comment ça va évoluer là, dans les prochaines années. Mais il y a de plus en plus là, une approche par, on dit là, le deep learning, là, qui est un peu les réseaux de neurones, tout ça, qui fait que même si les données ne sont pas nécessairement de qualité, avec ces outils-là, ben, ce qui est plus important, c'est la quantité de données. Fait que si jamais on a un appareil qui est correct sans plus, mais on a des données sur l'entièreté du Québec, ben là, avec ces outils-là, ça pourrait être quelque chose de plus en plus intéressant. Donc, ça dépend vraiment là, de qu'est-ce que vous avez en tête là, comme utilisation. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Alors, merci Nicolas. Si jamais tu avais d'autres questions, n'hésite pas à me rejoindre en privé, puis ça me fait plaisir en discuter plus longuement. Parfait, merci pour l'offre. Alors, avec ça, on est rendu à la troisième personne. Alors, c'est Alexis qui est sous ma direction et la co-direction de Luc Sirois. Et là, il va aborder un peu la première question qui avait été posée. Qu'est-ce qu'on a comme régénération dans les plantations? Alors, je laisse la place à Alexis. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Alexis Béni et je vais présenter justement un peu mon projet qui porte sur la régénération dans les plantations d'épinettes blanches au Bas-Saint-Laurent. Et même si mes deux collègues ont présenté bien le contexte de notre étude, je vais juste faire un petit rappel. Donc, comme vous le savez, au 19e siècle, il y a eu une sylviculture intensive dans les forêts du Québec et on est passé donc de forêts pré-industrielles complexes et multi-étagées avec des essences différentes et de différents âges à des forêts aménagées un petit peu plus simples, généralement monospécifiques avec donc une cohorte d'un même âge. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des concepts qui ont vu le jour pour viser à justement réduire l'écart entre les forêts pré-industrielles et les forêts aménagées. Et c'est par exemple Schutz qui a présenté un concept en 4 étapes, avec dans un premier temps l'étape de différenciation qui est réalisable grâce notamment à l'éclaircie par dégagement d'arbrélite, que vous ont présenté déjà Raphaël et Tommy. Et ça, en la répétant plusieurs fois, on peut arriver donc à différencier, à créer donc une différence au niveau de la couronne des arbres matures. Ensuite, en deuxième étape, la promotion de la régénération. Donc ça va être par l'action de différentes coupes. En troisième étape, la structuration du peuplement, c'est-à-dire la protection de la nouvelle cohorte naturellement régénérée qui s'est installée donc à notre deuxième étape. Et enfin, la quatrième qui consiste en la consolidation du système, c'est-à-dire la création d'un système, la création d'une dynamique qui va permettre donc de conserver la structure créée, la structure inéquienne créée, et donc qui va permettre de combler avec le temps les écarts entre nos forêts pré-industrielles et nos forêts aménagées. Donc, grâce à Laurie Dupont-le-Duc, notamment, on sait ce qui se passe un petit peu au moment de la première étape, mais qu'en est-il des semis en régénération? Donc là, c'est là où mon projet entre en jeu. Et donc, on a dégagé différents objectifs. Dans un premier temps, évaluer l'importance de la régénération naturelle suite à différents types d'éclaircies commerciales dans les plantations d'épinettes blanches au Bas-Saint-Laurent. Et en deuxième objectif, poser les bases d'un module de régénération qui sera ensuite intégré au simulateur de croissance d'épinettes en plantation, qui est développé donc par la chaire de recherche sur la forêt habitée, dont je fais partie avec Robert et mes deux collègues. Je vous présente rapidement la zone d'études sur laquelle nous avons mené notre projet. Donc, ce sont les sites de Humcuit et Le Chasseur, qui sont deux plantations d'épinettes blanches qui sont situées à environ 200 km au sud de Rimouski, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et le dispositif expérimental qui vous a déjà été présenté, donc c'est juste pour un petit rappel. On a une unité expérimentale découpée en 3, avec une grande trouée de 500 mètres carrés, une placette, un bloc sans trouée où il a été installé une placette permanente, et enfin une petite trouée de 100 mètres carrés. On a 4 traitements, témoins, par le bas, dégagement de 50 arbrélite à l'hectare et dégagement sans arbrélite à l'hectare. Ça, c'est le dispositif que nous avons implanté donc pour mon projet en 2019. On a implanté des placettes de régénération de 4 mètres carrés circulaires. On en a mis 9 dans les petites trouées, 18 dans les placettes permanentes et 21 dans les grandes trouées. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chercher donc, les semis qui étaient régénérés naturellement. On a relevé différentes mesures comme l'accroissement annuel, la hauteur totale des semis et la fréquence par essence, ainsi que l'occurrence. Et on a enfin mesuré différentes variables qui allaient nous permettre d'expliquer donc, la variation au niveau de la régénération. On a mesuré le rayonnement photosynthétiquement actif, le PAR. C'est la longueur d'onde, donc la lumière disponible pour la croissance, qui est utilisable donc, par les semis pour leur développement. On a mesuré le substrat, le couvert forestier, donc par là j'entends couvert herbacé, couvert arbustif et couvert arborescent.
La position dans la placette, donc ça c'est au niveau de la placette permanente, c'est si les placettes de régénération circulaire étaient situées dans les sentiers de débardage ou bien à l'intérieur de la forêt. Et enfin, on a calculé différents indices de compétition afin de voir si ce dernier influençait sur la régénération. Donc mes résultats principaux, ça va porter au niveau de la lumière. Donc une des hypothèses était que les traitements sylvicoles allaient avoir un effet sur la variation de lumière. Ce qui s'est passé, c'est que les traitements n'ont pas forcément eu d'effet donc, sur la variation de lumière. En revanche, c'est la compétition qui a été générée donc, par les arbres résiduels qui a altéré donc, la variation du parc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une tendance qui est décroissante, c'est-à-dire que la luminosité va diminuer avec l'augmentation de notre indice de compétition. Et donc là, je me suis demandé si la moyenne de l'indice de compétition varie en fonction des traitements. Donc j'ai fait un test de comparaison de moyenne. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas différencier les traitements 50 arbrelites par dégagement d'arbrelites, 50 arbrelites à l'hectare et les traitements témoins. En revanche, on peut les différencier avec les parcelles qui ont été traitées avec l'éclaircie par le bas. Et l'éclaircie par dégagement d'arbrelites sans arbrelites à l'hectare, elle peut être différenciée avec aucun des autres traitements. Ensuite, dans les trouées, donc dans les grandes et petites trouées, c'est la même variable qui a été significative, c'est la distance donc, de nos placettes de régénération par rapport au centre de la trouée. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est qu'au plus on s'éloigne du centre de la trouée, qu'elle soit grande ou petite, au plus la quantité de lumière disponible va diminuer. Pour ce qui est de la suite, pour ne pas vous assommer avec une dizaine de graphiques, j'ai décidé de regrouper en fait mes résultats en fonction déjà des différentes essences qu'on a majoritairement retrouvées à la fois dans les placettes permanentes et dans les trouées, donc c'est-à-dire l'épinette blanche que je vais vous présenter là et le sapin baumier. Et je vous ai présenté donc un tableau avec les tendances qu'on a observées en fonction des différentes caractéristiques de croissance, en l'occurrence la présence et l'absence des semis, la fréquence, la hauteur et l'accroissement. Et je vais vous présenter donc quelle variable a été la plus significative pour ce facteur-là dans les placettes permanentes et dans les trouées. Donc là, on est sur l'épinette blanche. Et dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'occurrence des semis et pour la fréquence dans les placettes permanentes, eh bien, c'est la nature du substrat qui a été la variable donc la plus susceptible de faire varier ces deux facteurs. Pour ce qui est de la hauteur dans les placettes permanentes, aucun de nos modèles qui a été testé n'a été significatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas su déterminer avec les variables qu'on a mesurées quelque chose qui faisait varier la hauteur. Et pour ce qui est de l'accroissement, c'est le couvert herbacé qui va faire varier l'accroissement annuel des semis. Dans les trouées, là encore une fois, pour la présence-absence et la fréquence des semis d'épinette blanche, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le substrat encore, donc la quantité de mousse présente excusez-moi. La quantité de mousse présente dans nos placettes de régénération, mais également la lumière. Donc là, on voit au niveau des tendances, c'est que plus on a de mousse dans nos placettes de régénération, plus on a de semis qui sont présents. Pareil pour la fréquence. En revanche, pour ce qui est de la lumière, plus on avait de lumière, moins on avait de semis d'épinette blanche. Pour ce qui est de la hauteur et de l'accroissement, là, c'est la quantité de lumière disponible, par toujours, qui a fait qu'au plus on avait de lumière disponible, au plus la hauteur et l'accroissement étaient importants. Là, c'est un petit rappel. On voit que donc, pour l'épinette blanche, c'est beaucoup la nature du substrat qui a influencé donc, sur les caractéristiques de l'épinette blanche. Et ça peut s'expliquer par le fait que la quantité de litière au sol va influer donc, sur le développement de notre semis d'épinette blanche. Ça peut induire, au plus on va avoir de litière, au plus cela peut induire un stress hydrique qui va faire que notre semis va avoir du mal à s'installer, du mal à se développer. Ce qu'on a vu dans le tableau d'avant. Pour ce qui est de la hauteur et l'accroissement des semis, eh bien, à la fois, dans les trouées, on a pu voir que c'était la lumière qui influençait ces semis-là. Au plus on avait de lumière, au plus nos semis étaient capables de croître. Mais en revanche, au plus on en avait, au moins ils étaient présents. Ça peut s'expliquer par le fait que la lumière va permettre aussi le développement d'espèces compétitrices et d'espèces qui vont rapidement coloniser le milieu et qui vont être susceptibles d'étouffer un petit peu la régénération de semis d'épinette blanche. Donc là, le traitement, on a vu qu'il jouait un rôle dans la variation de l'environnement et dans la régénération. Par exemple, dans les trouées, on avait certes de la lumière qui permettait la croissance des semis, mais une lumière aussi qui allait permettre le développement de végétation compétitrice, néfaste à l'épinette blanche. Donc là, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai fait dans les trouées.
On passe au sapin baumier. Donc là, dans les placettes permanentes, l'occurrence et la fréquence, on peut voir que la lumière va influencer négativement la présence et l'absence des semis ainsi que leur fréquence. Pour ce qui est de la hauteur et de l'accroissement, comme pour l'épinette blanche, dans les trouées, pardon. Pour ce qui est de la hauteur et de l'accroissement, les semis de sapin baumier vont répondre positivement à l'augmentation de la lumière dans les placettes permanentes. Dans les trouées, ce qu'on peut voir, c'est que la présence et l'absence des semis de sapin baumier va être influencée par la distance par rapport au centre de nos trouées. Donc, au plus la placette de régénération va être située loin du centre de la trouée, au plus on a de chances d'y trouver des semis de sapin baumier. Pour ce qui est de la fréquence, la quantité de lumière disponible, au plus elle va être importante, au moins on va retrouver au moins les semis de sapin baumier qui seront présents en quantité. Et pour la hauteur et l'accroissement, comme dans les placettes permanentes, eh bien, plus on va avoir de lumière, au plus les semis vont répondre positivement et donc ils vont être plus grands et croître plus rapidement. Là, pareil, ce qu'on peut voir, c'est que la quantité de lumière disponible va jouer un rôle important dans la variation des caractéristiques de croissance du sapin baumier. Et donc là, dans les placettes permanentes, on peut voir que la quantité de lumière disponible, elle va influencer donc, oui, les semis de sapin baumier. On a vu qu'ils étaient plus présents. Excusez-moi. Non. Ils étaient donc les semis de sapin baumier étaient plus grands et leur accroissement annuel était plus important dans les sentiers de débardage parce que les sentiers de débardage eh bien, recevaient plus de lumière qu'à l'intérieur de la forêt. Et dans les trouées, ce qu'on a vu, c'est que la quantité de lumière disponible, elle n'a pas été aussi bénéfique que lorsque pleinement disponible. Donc là, comme pour l'épinette blanche, c'est que lorsqu'on a plus de lumière qui va atteindre le sol, par exemple dans les grandes trouées, on va favoriser le développement de végétation donc compétitrice, d'arbustes ou de fougères règles ou encore d'essences non commerciales. Là, encore un point intéressant, c'est que la hauteur et l'accroissement des semis, eh bien, nos semis de sapin baumier étaient plus grands et avaient un accroissement plus important dans les petites trouées que dans les grandes trouées, alors que ce qu'on a vu, c'est que la lumière influençait positivement. On avait plus de lumière dans les grandes trouées que dans les petites, mais on peut se dire que on peut supposer que lorsqu'il y a trop de lumière, eh bien, ça favorise plus le développement de végétation compétitrice que la croissance donc, de notre sapin baumier, de notre essence d'intérêt. En conclusion, ce qu'on voit, c'est que la lumière, elle est influencée par les différents traitements via la distance entre les arbres compétiteurs dans les placettes permanentes. Donc, c'est l'intensité de l'éclaircie qui va donc influencer la quantité d'arbres résiduels qui va rester dans nos placettes et donc qui va indirectement bien influencer la lumière disponible pour le développement de nos semis. Et au niveau des traitements, c'est que l'éclaircie par dégagement d'arbres élites, l'éclaircie par le bas et le dégagement par trouée de diamètre raisonné, comme on a pu voir, pourraient être intéressants pour la régénération d'épinettes blanches. Et ce qu'il y a à retenir, eh bien, c'est que la variation de lumière joue un rôle dans l'installation et le développement des semis. Il est possible d'en mesurer les effets grâce à l'intensité de la compétition. Et un suivi sur plusieurs années et sur plusieurs sites peut être nécessaire pour élargir la base de données nécessaire à la création d'un module de régénération. Pour intégrer mon projet dans la création de ce module de régénération, il faudrait peut-être qu'on ait plus de variables et sur plusieurs sites pour avoir quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir créer ce module. Je tiens à prendre quelques secondes pour remercier donc les organismes qui ont financé mon projet, mais également toutes les personnes, notamment mon directeur et mon co-directeur Robert et Luc, qui m'ont aidé donc à mener à bout ce projet, enfin mon équipe de terrain et toutes les personnes du laboratoire qui m'ont soutenu dans les moments difficiles. Merci à tous. Alors, merci Alexis. Oui, Nelson qui a une première question. Oui, merci pour la présentation super intéressante. J'imagine que là, ça amènerait un paquet de questions quant au taux à utiliser et à la façon de gérer de tels travaux. Mais est-ce qu'on peut penser que tes résultats pointent vers l'idée de combiner des dégagements mécaniques dans des grandes trouées pour favoriser la régénération, là, où elle se serait installée et contrôler un peu la végétation de compétition? Je pense que
Excusez-moi, j'étais en train de chercher à te voir parce que ça me perturbait de pas devoir poser la question. Est-ce que tu peux me répéter ta question? Oui, il n'y a pas de problème. C'est que dans les résultats qui ont été présentés, tu montres bien que certains types de trouées vont favoriser la régénération d'espèces ou d'essences que l'on désire de régénérer, mais en même temps, ça vient avec le compromis où il y a une végétation de compétition qui s'installe avec l'abondance de lumière. Fait que je me demandais si on ne pouvait pas penser suivre ça avec des traitements de dégagement de la régénération, donc pour aller libérer la régénération des conifères de la végétation de compétition. Ça, ça pourrait je pense que ça pourrait prendre un dégagement mécanique pour retirer toute cette végétation de compétition, mais après, il y a ça serait un peu à aller contre le projet de Raphaël qui cherche à évaluer la diversité justement ces espèces-là dans les plantations et dans les forêts naturelles. Donc, je ne sais pas si utiliser un dégagement mécanique pour libérer les essences d'intérêt au niveau fonctionnel et comme l'expliquait Raphaël, ça serait intéressant. Mais peut-être dans la surface à dégager, je pense que c'est possible de trouver un équilibre entre la surface dégagée pour favoriser plus ne pas favoriser le développement d'espèces colonisatrices, plutôt que d'aller dégager des grandes surfaces et après venir retirer ce qui a colonisé le milieu de façon naturelle parce que elles profitent de l'espace qu'on leur offre. OK. Eh bien, merci beaucoup encore. De rien. Merci à vous. Nelson, en point complémentaire, ce que j'ajouterais, c'est qu'il ne faut pas oublier, lorsque la première éclaircie a été réalisée, les trouées qui ont été faites, c'est lorsque les plantations avaient à peu près 30 ans d'âge. Et donc, à ce moment-là, les arbres n'étaient pas encore rendus à maturité sexuelle. Alors, oui, il y avait déjà une petite production de cône, mais ils n'étaient pas encore rendus à pleine maturité sexuelle. Alors, peut-être pour faire les trouées, on aurait peut-être dû attendre une dizaine d'années puis le faire à 40 ans. Je crois que les résultats auraient été beaucoup plus probants. Mais là, avec la végétation compétitrice qui s'est déjà installée, je pense que c'est un peu trop tard. OK, merci. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, moi, j'en avais une petite pour toi, Alexis. Au niveau de l'importance de la régénération, est-ce que tu pourrais nous dire un peu par la comparaison entre le sapin baumier et l'épinette blanche? Est-ce que les deux sont à peu près égales ou est-ce qu'il y en a une qui est plus rare? On a quand même relevé beaucoup plus de régénération de sapin baumier que d'épinette blanche. C'est resté quand même assez rare de trouver de l'épinette blanche en régénération naturelle, à la fois dans les placettes permanentes que dans les trouées. Elle est quand même assez rare. Parfait. Alors, merci Alexis. Alors, je laisse la place aux organisateurs. Oui, merci encore aux conférenciers et puis à Robert pour cette présentation très intéressante et bien sûr leur contribution au webinaire du DURELQ. Donc, pour rappel, ce webinaire sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien sur le site internet du DURELQ dans la catégorie webinaire thématique. Et le prochain webinaire est programmé pour le 20 avril prochain à 10 h. Puis c'est un peu notre volonté d'alterner entre les présentations d'étudiants et puis des chercheurs un peu plus confirmés. Donc là, on invitera Angélique Dupuche, qui est professeure en écologie animale à l'Université du Québec en Outaouais et qui est chercheuse à l'Institut des sciences des forêts tempérées, donc l'ISFOR. Et le thème de sa conférence sera « Les plantations de peupliers hybrides sont-elles des déserts fauniques ?» Donc, on espère encore que vous serez des nôtres. Et puis, merci à tous pour votre participation. Et donc, je vous donne rendez-vous en avril prochain, le 20 avril. Merci beaucoup. Au revoir.